Et avec nous Yves Tréhard. Bonjour Yves, merci d'être avec nous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et le politologue Olivier Roucan. Bonjour Olivier, merci d'être là. Mathias nous a rejoint, on va parler de la réponse de l'exécutif après une semaine d'émeutes. Le signal d'écoute envoyé par Emmanuel Macron aux maires victimes d'agression ou de dégradation. Il en a reçu plus de 200 à l'Élysée hier, leur promettant notamment des réponses pour accélérer la reconstruction. Et puis le signal de fermeté envoyé par Elisabeth Borne. La première ministre promet elle des réponses pénales fermes et s'en prend à l'attitude de la France insoumise hors du champ républicain et du Rassemblement national. On va parler de tous ces sujets pendant cette demi-heure. Emmanuel Macron a donc reçu hier à l'Élysée plus de 200 maires touchés par les émeutes. Parmi eux, Christophe Rouillon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Coulennes dans la Sarthe, vice-président de l'Association des maires de France. D'abord, avant de parler de cette rencontre, Emmanuel Macron disait recevez les maires victimes de ces émeutes, d'agressions, de dégradations. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre commune, Christophe Rouillon ? Eh bien, dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons connu des émeutes extrêmement graves, alors que nous sommes une ville très calme habituellement, mais si nous sommes une ville de banlieue avec 50% de logements sociaux et dans cette nuit, eh bien, nous avons eu une attaque par une trentaine d'émeutiers, à la fois de la ville avec des feux de poubelle, avec des voitures brûlées, et puis le plus grave, ça a été l'attaque de l'hôtel de ville et l'incendie de l'hôtel de ville par 3 individus, qui a semé un émoi considérable dans la ville et puis qui a mis notre hôtel de ville à l'arrêt pendant plusieurs jours. Et c'était du jamais vu dans votre commune ? Ah oui, on ne pouvait pas imaginer une chose pareille, même si j'avais toujours craint cette situation, parce que vous savez, nous les élus, nous ne sommes pas bunkérisés, nos hôtels de ville ne sont pas entourés de grillages et ne sont pas gardés, donc voilà, il y a une espèce de tabou de protection, puis l'hôtel de ville, c'est le lieu de tous les Coulennais, c'est là où ils reçoivent les services. Donc voilà, c'est une espèce de profanation d'un lieu symbolique de la République. Et c'est ça qui a créé vraiment une très très grande émotion. Alors, on va parler de votre rencontre hier avec Emmanuel Macron. Vous étiez reçu avec plus de 200 maires. Sur le fond, sur la forme, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange avec le président de la République ? Alors d'abord sur la forme, le président de la République a pris le soin de nous écouter. La rencontre a duré près de 4h30, 4 heures d'intervention des maires, et puis 30 minutes de conclusion par le président de la République. Donc c'était déjà un symbole fort. Il a exprimé le soutien de la nation aux maires attaqués. On en avait besoin dans ce contexte parce qu'on a vécu des heures très difficiles avec nos équipes. Donc sur la forme, il m'a semblé que c'était assez opportun de nous réunir dans ces conditions. Et sur le fond, alors le président vous a écouté, 4 heures, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a compris vos inquiétudes et qu'il y a répondu surtout ? Je pense qu'il a compris nos inquiétudes, il les partage, parce que c'est l'État qui a été attaqué globalement. Après, nous avons eu des mesures concrètes proposées, à savoir la création d'un fonds d'urgence pour reconstruire nos bâtiments détruits avec des procédures allégées, une loi d'exception sur en particulier l'allègement des procédures de marché public et également d'urbanisme, aussi des engagements par rapport aux commerçants victimes, également aussi un fonds pour réparer les caméras de vidéosurveillance. Donc ça, c'était des mesures plutôt attendues, y compris aussi un point important, c'était celui de la réglementation de l'usage et puis aussi de la vente des mortiers qui servent à impressionner les populations. Et ça n'a pas commencé avec Naël, c'était déjà avant. On sentait déjà une pression d'un certain nombre de personnes qui veulent le chaos dans nos villes. Donc ça, ce sont des nouvelles plutôt... Pardon Christophe Rouillon, ça veut dire que sur la reconstruction, est-ce que le chef de l'État s'est engagé auprès de vous ? Est-ce que ce soit l'État qui paye les dégâts qui ont eu lieu dans vos communes ? Alors, bien entendu, les assurances seront appelées parce qu'on n'a pas payé des cotisations pour rien. Mais dans le cas où les assurances n'iraient pas jusqu'au bout, même si la pression apparemment sur les assurances sera forte, l'État s'est engagé en tout cas à ce que l'on puisse reconstruire à l'identique. Et ça, c'est important d'assurer aussi la continuité des services publics. Et d'ailleurs, nous, à Coulennes, nous avons réouvert dans un autre site les services aux habitants parce qu'il faut montrer que ceux qui veulent nous attaquer, nous détruire, n'ont pas gagné. Après, plus globalement, il a annoncé 5 chantiers.
Et là, nous attendons de voir parce que nous avons des propositions qui sont globales sur la question de la décentralisation, sur la question aussi d'allègement des procédures, en particulier de politique de la ville, pour consommer plus facilement les crédits, sur la question de la restauration de l'autorité également. Dans les écoles, les mesures par rapport aux familles. Là, on a sur le logement également, là, on a des engagements plus vastes et qui ne sont pas non plus chiffrés parce que le président de la République a dit dès le départ qu'il n'y aurait pas de grands plans financiers supplémentaires. Et là, ça nous inquiète un peu parce que, bien entendu, c'est tout à fait souhaitable à la fois de fixer une perspective, une trajectoire, de ne pas non plus sombrer dans la démagogie, en particulier par rapport à la sanction des familles, parce qu'il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté de la barrière, j'allais dire, et puis ne pas non plus aggraver le mal. Mais nous n'avons pas eu d'annonce d'un plan massif. Alors peut-être que le président de la République avait peur de l'annoncer après ces destructions, mais on risque d'être entravé, en particulier dans les opérations de rénovation urbaine qui nécessitent toujours des moyens. Et puis vous savez, dans les banlieues, il n'y a pas que des voyous casseurs, il y a 99% de gens qui vivent et qui ont besoin qu'on leur donne des services auxquels ils ont droit dans des quartiers très pauvres et encore dégradés. Un dernier mot, il y a eu des maires agressés. Gérald Darmanin a parlé de 13. Évidemment, on a eu le cas très médiatisé de Vincent Jeanbrun, le maire de La Île-et-Rose. Est-ce que vous auriez souhaité que le chef de l'État annonce de nouvelles mesures de protection envers les élus ? Le chef de l'État a assuré son soutien très fort et la protection de la République, mais il n'y a pas eu de mesures concrètes. Et c'est vrai que il y a une inquiétude parce que oui, le maire de La Île-et-Rose a barricadé sa mairie, alors peut-être de façon un peu exagérée, mais résultat, ça s'est retourné contre lui. Donc là, il y a eu d'autres maires qui ont d'ailleurs été attaqués. Et nous avons besoin de ce point de vue-là de mesures exceptionnelles de protection. Il faut protéger les maires parce qu'ils sont vraiment le dernier rempart de la République. Et puis je souhaite aussi qu'il puisse y avoir aussi une reconnaissance de la nation par rapport à l'exercice du mandat de maire, sur la protection juridique, sur les conditions d'exercice du mandat, sur la possibilité aussi d'avoir de meilleures indemnités pour permettre à des gens qui sont dans la force de l'âge, qui ont envie de s'engager, de pouvoir faire face. Et là, nous n'avons pas eu de mesures et nous reviendrons avec l'association des maires et aussi l'association des petites villes de France que je défendais parce que les émeutes ne sont pas produites que dans les grandes villes, également dans les petites villes. Nous continuerons à mettre la pression parce que sans maire, sans élus, sans adjoints, il n'y aura plus de République. Et c'est ça qui a été attaqué aussi par par quelques individus, par quelques émeutiers, au-delà de la question sociale qui se pose. Et ça, il faut absolument continuer à le défendre fermement. Merci Christophe Rouillon, merci beaucoup d'avoir été notre invité, maire socialiste de Coulennes dans la Sarthe, et vous faisiez partie des maires qui étaient donc reçus hier par Emmanuel Macron. Merci d'être venu nous parler de cette rencontre. Yves Tréhard, on l'a entendu dans ce que nous a raconté Christophe Rouillon, 4 heures, le chef de l'État a passé 4 heures à écouter les maires. C'était un peu le retour du grand débat finalement avec les maires de France. Mais à chaque fois il nous fait ça, Il est très disert, notre chef de l'État. Il aime bien les dissertations, il aime bien les exercices oratoires. Bon, c'était utile de toute manière, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut faire aussi de la câlinothérapie dans ces instants-là pour montrer effectivement aux élus locaux qu'ils sont pas lâchés par la République et ils sont pas lâchés par l'État. Je crois que c'est ça. Après, on peut discuter de savoir est-ce qu'il fallait un nouveau plan ou pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'en fallait pas, que c'était ridicule. En plus d'agir comme ça sur le coup, c'est pas souhaitable. Vous savez, on dit souvent que le président de la République est le maître des horloges. Tout démontre depuis le début de son quinquennat qu'il n'est pas le maître des horloges, précisément. Que tout lui est imposé, toute l'actualité qui émaille ces 2 mandats lui est imposée. Il n'a jamais voulu les gilets jaunes, il n'a jamais voulu la crise sanitaire, les retraites, il ne pensait pas que ça serait aussi compliqué, il n'a jamais voulu l'explosion. Là, il voulait 100 jours d'apaisement. L'explosion, il voulait l'apaisement, et bien l'apaisement, c'est raté. Donc à chaque fois, si vous voulez, l'actualité lui impose son agenda. Alors, est-ce que il faut prendre des mesures ici ou là pour protéger les maires Moi, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été dite pour ce qui concerne les élus locaux, et la raison pour laquelle aujourd'hui les maires, qui sont d'ordinaire les élus les plus appréciés de la population, c'est vrai qu'il y a une déconsidération des élus, sauf le maire qui est l'élu de proximité.
d'abord, il faut voir que les maires qui ont été agressés ou les villes dans lesquelles il y a eu des explosions, c'est beaucoup de mineurs qui ont causé tout ça. Et ces mineurs, eux, ils ne votent pas. Hein. Ils n'en ont rien à faire du maire. Première chose. Deuxième chose, je crois que ces maires sont en train de payer, ceux qui ont été bousculés dans leur organisation, ils sont en train de payer d'une certaine façon ce qu'ils font pour lutter contre le trafic de drogue. Et c'est le trafic de drogue qui a été désorganisé dans beaucoup de communes. C'est une des raisons de ce qui s'est passé à l'Île-et-Rose, où le maire était vraiment en première ligne là-dessus. Eh bien, les trafiquants et les petits dealers se sont rebellés contre ça. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez, théoriser trop sur la misère sociale, sur le mal-être. Il y a des causes qui sont des causes cachées. Olivier. Oui, mais je pense qu'il est important de parler des trafics et d'abord du trafic de drogue qui peut gangréner certains micro-quartiers et pas seulement dans les plus grandes villes. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut évoquer. Mais ceci dit, on va pas non plus rayer d'un trait de plume la fracture territoriale et sociale qui était déjà visible, d'ailleurs, y compris dans les villes moyennes et petites, et qui, là, nous renvoie à des dimensions de pauvreté, de sous-éducation, de désœuvrement. 30% des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études dans certains quartiers. Alors, les deux sont corrélés, c'est-à-dire que les économies parallèles s'installent dans des quartiers et parfois des micro-quartiers qui sont en déshérence. Et heureusement c'est ce qui explique que les petites villes et les villes moyennes aient été touchées par ces émeutes. Oui, mais remarquons que depuis 2014 et la loi Lamy, la politique dite de la ville s'applique aussi à ces quartiers. C'est-à-dire que l'État a quand même vu les choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on met en place un ministère à l'égalité des territoires et désormais une agence. Très bien. Simplement, donc heureusement qu'il y a des politiques publiques qui visent ces quartiers. On fait le constat qu'elles sont insuffisantes. Mais ne renversons pas, si vous voulez, les choses, parce qu'il y a une tentation qui est de dire tout ça fonctionne pas, donc supprimons ou ne finançons plus ou moins. Là, ce sera alors pour le coup tout à fait délétère. Donc, plan banlieue ou pas, appelons ça comme on veut, politique de la ville ou changeons le nom s'il le faut. Mais est-ce que l'abandon du plan Borloo, ça a eu des conséquences selon vous ? Ce qui, à mon avis, devrait quand même susciter de la légitimité et embarquer les maires durablement au-delà d'une réunion. Que c'est l'affaire quand même. C'est pas de leur dire, comme on l'a dit déjà d'ailleurs en 2019, oh là là, les maires sont merveilleux, le couple maire-préfet est quelque chose de central à la République. Ça, vous pouvez le dire toute la journée. Mais il faut, qu'on appelle ça un plan ou une politique ou pas, il faut des axes. Il faut des axes financés et clarifiés. Parce que la politique de la ville aujourd'hui et depuis quelques années, le problème, c'est que vous avez des tas de mécanismes de financement, des tas de programmes, et qu'il y a un manque de lisibilité. Et puis, dernier point, on parle beaucoup des maires, mais par exemple, le porteur de la politique de la ville, ce sont les intercommunalités. Alors, on devrait plutôt parler, pour l'efficace, de bloc communal, ayant présent à l'esprit les communautés d'agglos de communes, les métropoles là-dessus. Yves. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le plan Borloo, évidemment, et puis derrière ça, il y avait beaucoup de politique, il y avait une espèce de rancœur, la manière dont il a été abandonné, ça a été une erreur, oui, ça a envoyé un mauvais signal. La façon dont aussi Jean-Louis Borloo, après, a mis en scène sa mise à l'écart, enfin tout ça, il y avait beaucoup de non-dits là-dedans. Alors le plan Borloo, qui était quand même, il faut le dire, une espèce de catalogue aussi, qui partait un peu dans tous les sens. Faut pas oublier que il a été en partie exécuté, ce plan Borloo, parce que, comme vous l'avez justement dit, c'est pas parce que le plan Borloo n'a pas été adopté solennellement dans sa globalité que des actions n'ont pas été conduites. Il y a des actions qui ont été conduites et la politique de la ville, elle n'a jamais cessé depuis 50 ans. Elle a toujours existé, cette politique de la ville. Alors après, il faut savoir si elle est efficace, si elle va au bon endroit, si elle tape juste. C'est ça qu'il faut considérer. Mais je crois que
il faut aussi arrêter d'être trop, je dirais, trop dans la complaisance de ce qui se passe. Et il faut quand même à un moment ou à un autre, et c'est le ton qui est donné aujourd'hui, je trouve, de la fermeté. Je trouve que et le président de la République, et le ministre de l'Intérieur, et la Première ministre, et le ministre de la Justice ont fait preuve de fermeté, à l'exception du premier jour, quand le président de la République, à mon avis, a fait une petite erreur en parlant de ce policier. Il s'est un peu, en parlant d'actes injustifiables et inexcusables. Vous nous faites la transition, Yves. C'était un peu hâtif. C'était un peu hâtif. Vous êtes parfait, puisqu'on va parler justement de la fermeté. Mathias, hier, le mot d'ordre du gouvernement, c'était fermeté. Fermeté à l'égard des émeutiers. Elisabeth Borne a rappelé qu'en l'espace de 7 jours, les forces de l'ordre ont procédé à près de 3000 interpellations, que le garde des Sceaux a transmis une circulaire de politique pénale au parquet, leur demandant une réponse rapide, ferme et systématique. Résultat, des peines lourdes et exemplaires. Déjà plus de 350 personnes placées en détention, dont certaines avec mandat de dépôt et encore plusieurs centaines de gardes à vue qui, pour certaines, pourraient amener à des déferrements devant le parquet, Oriane. Et le matin même, Elisabeth Borne, elle avait appelé à la fermeté politique face à la France Insoumise. Ouais, c'est un carton rouge qu'a asséné Elisabeth Borne à la France Insoumise devant les députés de sa majorité. La Première ministre est revenue sur ses échanges depuis lundi avec les présidents des différents groupes parlementaires. Et parmi les attitudes pointées du doigt, celle de Mathilde Panot, à la tête du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. La députée du Val-de-Marne a notamment quitté avant la fin la réunion à Matignon. Moi, je suis très choquée par les propos de la France Insoumise qui refuse de condamner les violences, qui fait le tri dans les bâtiments qu'on ne pourrait pas attaquer, ce qui veut dire que d'autres pourraient être attaqués. Je pense que c'est une preuve supplémentaire que la France Insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain. Et Mathias, il y a aussi eu un deuxième round, c'était cette fois dans l'hémicycle de l'Assemblée. Voilà, ces attaques de la part de la Première ministre ne pouvaient pas rester sans réponse de la France Insoumise. Hier après-midi, il y avait une séance de questions d'actualité au gouvernement au Palais Bourbon. Et la première intervention, eh bien, elle était pour Mathilde Panot. Vous m'avez dit hier, les émeutes que connaît le pays n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Pire, vous voulez faire peser sur nous la responsabilité de la colère. Le retour au calme ne se décrète pas, il se construit. Des mairies et des écoles sont incendiées, des magasins pillés, des élus et leurs familles attaqués. Et vous cherchez des coupables partout, dans toutes nos institutions républicaines, sauf chez les auteurs de violences. La majorité présidentielle continue là sa stratégie de cornériser la France Insoumise en prenant le soin de la distinguer des autres composantes de la NUP, comme lors de la réforme des retraites, souvenez-vous, avec les milliers d'amendements qui avaient empêché l'examen de l'article 7 du texte. Oui, Olivier, c'est une bonne stratégie politique, ce que fait Elisabeth Borne, qui hier s'en est vivement prise à la France Insoumise. C'est la stratégie, mais bon, la France Insoumise se prête bien au jeu. Hein. On pourrait dire là depuis le début, il est vrai que sur la question de l'arc républicain, aujourd'hui, le message envoyé par le gouvernement, et pas qu'aujourd'hui, depuis un moment, est plus en quelque sorte de pointer LFI que le Rassemblement national, dont la stratégie est somme toute validée d'intégration aux institutions, en tout cas en apparence. Bon, donc on voit bien qu'il y a... mais il faut dire que la question sociale se pose plus sur le devant de la scène depuis le début de ce quinquennat que d'autres. Donc, et puis il y a l'intérêt évidemment de fracturer la NUPS, puisque l'idée et surtout pour Elisabeth Borne, est d'ouvrir un peu, je dirais, cette coalition du centre dont parlait Jean-Pierre Raffarin, et pour Elisabeth Borne, plutôt d'essayer de détacher éventuellement dans la durée des éléments venus encore de la gauche. Hein, alors qu'on voit et bien ça marche pas trop, mais il va y avoir des élections, et on sait que la NUPS est assez divisée. Donc voilà, c'est une stratégie de harcèlement pour l'opinion publique. Je ne suis pas sûr, puisque la question est-ce que c'est la bonne stratégie, je ne suis pas sûr que pour l'opinion publique tout ceci soit très intéressant et très valorisé. Hein. C'est-à-dire que la confiance dans la vie politique et dans le personnel politique ne risque pas d'augmenter avec ce type de diatribe. Oui, non, c'est sûr, c'est que... Alors, le Rassemblement national, c'est difficile de dire quoi que ce soit, parce qu'il ne dit rien, précisément. Enfin, Marine Le Pen ne dit pas grand-chose. Effectivement, comme vous l'avez dit, elle cherche à se faire discrète, à montrer que c'est pas elle
qui est la source de la tension, parce que c'est ça aussi qu'il est montré, c'est qu'en fait, la France insoumise a fait le pari, et surtout a un discours qui consiste à dire la violence d'État, c'est la violence illégitime, et notre violence, c'est la violence de ceux qui cassent, est une violence légitime, y compris d'ailleurs pour ceux qui s'opposent aux bassines, enfin à tous les projets qui peuvent être écologiquement contestables. Eh bien, ils sont en train d'essayer de renverser la charge de la preuve. C'est là qu'il se situe, et c'est pour ça qu'on dit qu'il se situe hors de l'axe de l'arc républicain, qu'ils contestent. En cela, ils ont un projet qui est un projet révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils veulent faire tomber le régime, et ils veulent faire tomber les principes sur lesquels ce régime repose. C'est dangereux, hein, c'est très très dangereux, parce qu'ils estiment que là, ils ont une clientèle qui est une clientèle pas nécessairement électorale, mais enfin bon, ils l'ont prouvé quand même, puisqu'ils ont regagné quand même beaucoup de couleurs, justement dans les banlieues des grandes métropoles. C'est le pari qu'ils font. En face, le gouvernement... C'est un jeu dangereux. C'est un jeu évidemment très dangereux. Le gouvernement, pour l'équilibre du pays, j'entends, et en face, le gouvernement l'a compris, ça, il l'a bien compris. C'est pour ça que le gouvernement, plus ça va, plus il a un discours de fermeté face à cette contestation qui n'est pas loin d'être une rébellion. Rébellion, vous irez jusque-là? Je ne sais pas si elle est... Enfin, LFI peut être inspirée, évidemment, par une radicalité idéologique. Je ne suis pas sûr que LFI veuille une révolution. Et les personnes qui ont voté pour LFI dans les banlieues, ceux qui se déplacent, sont aujourd'hui victimes de ce qui se passe dans les quartiers. Et de ce point de vue, la parole portée par... qui n'est pas d'ailleurs totalement consensuelle au sein de LFI, hein, si j'ai bien compris, oui, qui est portée par certains élus de LFI, pourra être mal comprise aussi par certains électeurs de ce parti aux législatives. Donc, je nuancerai un peu. Les gauches sont en travail, et y compris LFI est en travail. Il y a des rapports de force qui évoluent. Donc, pour la suite... Soyons prudents, moi je me garderai de dire que LFI veut déstabiliser l'État, parce que quelque part, quand on participe au jeu électoral, on veut un jour éventuellement le gouverner. Alors ça, c'est pour la stratégie politique, mais sur le fond, on entend de la part d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne un discours de fermeté, retour à l'ordre républicain, c'est la priorité. Est-ce qu'on est un peu dans un virage du macronisme là-dessus, Yves ? On verra à l'œuvre, bien sûr, et à l'expérience. Mais c'est sûr que le reproche principal qui était fait à Emmanuel Macron, et c'était un reproche qui était fait surtout par la droite, qu'elle soit radicale ou pas, c'était d'être faible sur le front régalien. Et là, il a l'occasion de montrer sa fermeté. Et il y a quand même un changement de discours assez radical, je trouve, de la part du garde des Sceaux. Le ministre de l'Intérieur, c'est pas très nouveau. Depuis le début, ils essayent de marquer des points sur ce terrain-là parce que il a une ambition qui est sans doute plus grande que ça. Et puis le président de la République, il voit bien que s'il veut continuer et garder son autorité jusqu'à la fin de son mandat, parce que lui, il n'est pas en position de se faire réélire, il faut impérativement qu'il fasse respecter et qu'il applique, je dirais, les principes régaliens de façon très, très affirmée. Et donc, voilà, il y a intérêt. Parce que le problème du président de la République, c'est que, comme il ne peut pas se faire réélire, son autorité pourrait s'étioler petit à petit. Et l'étiolement de son autorité viendra aussi du fait que, de moins en moins, le régalien sera respecté. Et surtout que ça pousse du côté de la droite et du côté du Rassemblement national sur cette question. On va écouter Valérie Pécresse. Elle était ce matin l'invitée d'RTL. Elle demande plus de fermeté vis-à-vis des mineurs délinquants. La moyenne d'âge des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger en comparution immédiate très rapidement des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner.
Et quelques minutes plus tard, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était l'invité de CNews et lui aussi propose plusieurs mesures pour lutter contre la délinquance des mineurs. Nous avons un problème aujourd'hui avec des mineurs. Une grande partie de ceux qui ont cassé sont des mineurs. Je pense qu'il faut des centres éducatifs fermés pour les mineurs. Il y en a une cinquantaine. Supprimer la majorité. Il en faut quoi, 100, 200 ? Mais il en faut beaucoup plus. Supprimer l'excuse de minorité, parce que bien souvent cette excuse de minorité est utilisée par les trafiquants de drogue pour exposer des mineurs sachant qu'ils ne risquent rien. Et je pense qu'il faut des centres de redressement fermés, encadrés par des militaires pour les cas les plus récalcitrants. Voilà, on entend ce discours du côté des Républicains, du côté du Rassemblement national. Est-ce que Emmanuel Macron va être contraint d'y répondre, Olivier Roucan ? D'abord, les jeunes, ça ne veut rien dire. C'est une extrême minorité de cette tranche d'âge dans certains micro-quartiers qui sèment le désordre. Alors ensuite, les moyens, il existe d'abord une protection judiciaire de la jeunesse. Il existe donc dans ce cadre des mesures de suivi, des éducateurs et puis des centres ouverts et fermés. Il y a quand même des dispositifs qui existent. Et puis ensuite, il existe par exemple depuis la loi de mémoire de 2007 des conseils de droits et devoirs aux familles qui sont pas trop utilisés et qui sont autant là pour cadrer les parents dans la relation à l'enfant que les accompagner, parce que vous ne pouvez pas montrer du doigt des familles monoparentales qui vivent souvent dans une pauvreté et en plus ne leur faire qu'une leçon de morale. Il faut les accompagner. Ça ne veut pas dire manquer de fermeté, l'accompagnement. Mais voyez, sans quoi ce discours qui n'est que celui de la sanction ne créera pas de nouvelle légitimité. Vous devez faire sortir aussi d'un sentiment de... Donc il ne faut pas leur pourrir leurs vacances, comme le dit Valérie Pécresse. Bon, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que cette formule signifie. Ça veut dire quoi ? L'État n'est pas là pour pourrir la vie des gens, il me semble. Oui, non, c'est une expression, mais c'est une expression qui est un peu creuse. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il existe des dispositifs qui sont aujourd'hui peut-être pas utilisés à plein. La révision, comme on l'entend, des ordonnances de 45, parce que c'est ça qu'il demande en fait, quand il veut revoir l'excuse de minorité. Ça fait maintes fois qu'il en est question depuis 45 précisément, et il faut savoir que les ordonnances de 45, j'ai plus le chiffre en tête, mais elles ont dû être réformées une trentaine de fois depuis 1945. Donc à chaque fois on dit voilà. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord que ce qui existe, la législation qui existe, soit appliquée. Et c'est ça qui me semble très important et très manifeste de ce que je vois là depuis quelques jours, c'est que j'ai l'impression que la magistrature, que la justice applique sanctionne comme avec l'arsenal dont elle dispose. Après, il faudra voir si c'est appliqué dans les faits, mais j'ai l'impression que c'est suivi des faits. Déjà, vous savez, on a tendance à aller dans une incontinence législative. À chaque fois, on entasse, on crée de nouveaux dispositifs, et alors que les dispositifs existants ne sont même pas appliqués. Appliquons ce qui existe et puis après faisons le bilan. Et là, je pense donc pas besoin d'en faire plus, parce que les Républicains, ils remettent sur la table leur idée de supprimer les allocations pour les parents de mineurs délinquants. Ça, c'est une vraie question qui a été posée il y a une dizaine d'années par Éric Ciotti et qui a été expérimentée, qui a été très très mal, je dirais, interprétée à l'époque, parce que en fait, dans les départements où ça avait été expérimenté, ça avait été suivi des faits. C'est-à-dire que les parents menacés de se voir retirer pendant un temps ou suspendre leurs allocations familiales, avaient contrôlé justement leurs enfants, et du coup il y avait eu très très peu de sanctions qui avaient été, au bout du compte, qui avaient été appliquées. Donc ça avait été efficace. Donc c'est efficace. Ça avait été efficace. Donc mais ça avait été mal interprété, notamment par un certain discours de gauche qui avait fait de la morale là-dessus, mais qui n'avait pas regardé la réalité de ce qui avait été exécuté. Alors il peut y avoir des menaces dissuasives.
Ça peut trouver. Mais il faut bien cibler. Pour couper la sanction, enfin la suspension des allocations, elle n'est pas immédiate comme ça. Voilà, il y a au moins 4 ou 5 étapes. Il peut y avoir des menaces dissuasives, mais il faut aussi, encore une fois, rassurer, accompagner un certain nombre de familles désorientées. Et puis je pense que ce qu'il faut pourrir, on l'a dit, mais je pense que c'est la vie des trafiquants de drogue. Dans un certain nombre d'endroits, et des trafics tout court d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la drogue. Je pense que c'est ça ce qu'il faut pourrir. Ensuite, on voit bien aussi qu'il y a à faire de l'éducation, et notamment dans l'usage qui est fait des réseaux sociaux. On peut reprendre quand même cette thématique. Je pense qu'il y a tout des programmes éducatifs à développer pour une meilleure maîtrise, je dirais, des réseaux sociaux et de l'usage qu'on en fait, y compris dans les familles, parce que ça fait longtemps maintenant que les plus jeunes sont à la fois chez eux et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, comment faire de l'autorité parentale ? Il n'y a pas que les familles dans les quartiers qui sont concernées par cette problématique. Il faut aussi des mesures pour encadrer les réseaux sociaux. Il faut, dans tous les cas, faire un travail culturel et éducatif de fond auprès des populations. Et encore une fois, pas seulement celles qu'on a vues dans la rue ces jours-ci. On va continuer évidemment à parler de ces sujets puisque c'est à la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Et Mathias, évidemment, logiquement, à la une de la presse régionale ce matin, la rencontre entre le président de la République et les maires. Ben oui, plusieurs centaines de maires à l'Élysée, ça méritait au moins ça, Oriane. Le Midi Libre montpelliérain titre « Rebâtir vite » après la casse dans les villes et retrace les coulisses de la rencontre à travers l'œil du maire de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Le Progrès de Lyon préfère rechercher des solutions et parle par exemple de la loi d'urgence annoncée hier par le président de la République. Enfin, le Dauphiné libéré s'installe dans les habits des maires et parle des doutes qu'ils ont émis à l'issue de la réunion, notamment sur la réponse à apporter à la crise. Toujours en lien avec les émeutes, les premières condamnations tombe, Mathias. Oui, exemple en Champagne où l'Est éclair et Libération Champagne ont suivi plusieurs affaires au tribunal judiciaire de Troyes. Résultat, les peines tombent pour 3 des 4 prévenus. 6 mois ferme avec aménagement de peine sous forme de bracelet électronique pour 2 d'entre eux. Le 3e écope de 6 mois ferme avec placement en détention. Tous comparaissaient pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences lors de manifestations sur la voie publique. On change complètement de sujet puisque sont tombés hier les résultats du bac. Enfin libéré, titre l'Union de Reims. La Voix du Nord préfère retenir l'émotion malgré le peu de surprise depuis la réforme Blanquer. Même chose pour les Clercs des Pyrénées qui nous rappellent que les résultats du bac sont toujours un grand moment d'émotion. Petit tour de table rapidement, l'année du bac. La mienne ? Oui. 2002. Oula 86. 1978. Ah ouais. On n'était pas prêt à cette question, Mathias. Je vous donne rapidement les résultats. La vôtre, du coup ? Moi, 2012. Ah ouais, oh là là. Au niveau national, 90,8% des élèves de la filière générale ont transformé l'essai. Pour les filières technologiques et professionnelles, le taux de réussite est de 78%. Ils sont tous en léger recul. Et on finit, et ça va être le cas évidemment plusieurs fois dans les jours à venir, par le Tour de France. La grande boucle, Oriane, la frontière passée, les coureurs du peloton vont se frotter aux premières grosses difficultés du parcours. La République des Pyrénées l'annonce, les voilà. Une étape entre Pau et la Reims au programme. Et comme le dit la nouvelle République des Pyrénées, à ne pas confondre, attention, la fièvre monte dans l'école. Et on suivra ça. Vous regarderez l'étape cet après-midi, Mathias. Évidemment. Vous aussi. Bien sûr. Ouais, avec attention, on va regarder vos unes. En attendant, la une du Figaro. Le très lourd bilan d'une semaine de violence. Oui, on fait le bilan chiffré, enfin on tente de le chiffrer sur le plan économique notamment. Alors le patron du MEDEF sortant, Geoffroy Roux de Bézieux, a parlé d'1 milliard d'euros. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, parce que c'est très difficile à évaluer. Hein. Et c'est à lire dans le Figaro et votre livre, Olivier, Régénérer la démocratie par les territoires. On regarde tout ça. Un petit mot, vous avez 10 secondes. Non, il y a aussi une crise démocratique de fond. Les territoires, de façon ascendante, peuvent refaire de la légitimité, y compris dans les banlieues. Merci beaucoup, Olivier Roucan. Merci, Stréhard, d'être venu. Et merci, Mathias. Bon Tour de France. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour revoir cette émission, c'est sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous sur notre antenne à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. À 16h30, vous suivrez en direct l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat sur les émeutes. Et puis à 18h, Thomas Huck, Sens Public. Très bonne journée. À demain.